Alors bonjour à tous. Je m'appelle Alexis Jacomi et je développe des outils de visualisation de données sur le web. J'ai développé entre autres Sigma.js il y a quelques années pour visualiser des réseaux sur le web. Et je gère aujourd'hui le développement de Matelot, qui est une plateforme d'exploration de données basée sur le web, encore une fois. Et j'ai de la chance parce que la visualisation de données aujourd'hui, ça a le vent en poupe. Tout le monde veut des data viz. On parle big data partout, toutes les boîtes elles disent merde, on a plein de données, il faut qu'on en fasse des trucs, alors on passe des coups de fil, il faut qu'on les visualise pour en parler à plein de gens, et c'est trop chouette. Donc il y a de plus en plus de gens qui font de la visualisation de données, et pour nous c'est très très bien. On va commencer par la base. Une visualisation de données, on va dire c'est un graphique, et pour construire un graphique, on a généralement besoin de trois choses. Un design, un algorithme et un moteur de rendu. Mais sur le web, depuis quelques années, ça ressemble plutôt à ça. Il y a un type qui a développé un super outil qui fait très très bien les choses, qui s'appelle D3.js. Et la plupart des exemples utilisent SVG, qui permet de faire du rendu vectoriel sur le web. Et donc tout le monde fait des visualisations avec D3.js. Mais c'est un petit peu dommage, parce que sur le web, on a plein de solutions de rendu graphique. Au niveau des standards, on a SVG pour faire du vectoriel, mais on a aussi Canvas qui permet de faire du rendu matriciel. On a WebGL qui permet de faire de l'affichage 3D sur le web. Rien qu'avec simplement du HTML et de la CSS, on peut faire des choses absolument fantastiques. Et puis on a plein de bibliothèques externes. On a, pour ceux qui connaissent Processing, qui est une vieille technologie de rendu graphique, on a deux portages différents sur le web qui sont très bien maintenus. On a des moteurs de rendu plutôt orientés jeux vidéo. On a des super bibliothèques pour faire de la 3D. Bref, on a plein de choses qui peuvent permettre de faire plein de choses originales pour qu'on puisse encore faire la différence dans le monde de la visualisation de données aujourd'hui, à l'époque de Détroit. J'ai un premier disclaimer, je vais montrer un peu de code, je vais aller assez vite dessus. Si vous voulez après voir le code, etc., n'hésitez pas à aller sur GitHub, toutes les démos que je montre sont dessus. Et un autre petit disclaimer, les visualisations de données que je vais montrer ne sont pas là pour être les plus adaptées, ou les plus pertinentes, ou les plus scientifiquement correctes. Elles sont là pour être originales, on va dire. Donc essayez pas ça, parce que vous risquez de passer pour un con si vous montrez ça à des gens qui connaissent. Bon. On va commencer par quelque chose de plutôt correct. La heatmap. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une heatmap, c'est une visualisation qui consiste en fait à partir d'un plan en 2 dimensions, mapper un gradient de couleur sur une densité. Donc il y a plein de façons de le faire différentes. Par exemple, on peut simplement couper un espace en 2D en une sorte de matrice avec des blocs, et on colorie chaque bloc en fonction du nombre de points qu'il y a dedans. Donc les visualisations dites matrices, en fait, sont souvent des heatmaps. Et après, il y a des matrices, enfin, il y a des heatmaps comme celle-ci qui sont plutôt continues. Et ça, c'est beaucoup utilisé, par exemple, en UX testing, pour voir où vont les yeux de l'utilisateur sur une page web, où va sa souris, ou alors encore, dans d'autres cas, sur des cartes géographiques comme ici, pour représenter des densités de population, ou en épidémiologie, bon, bref. Une visualisation qui est très utile en plein de cas. Petite confession avant de faire du web, j'ai appris à développer sous Adobe Flash. Mais en fait, c'était super. On n'avait pas beaucoup d'outils. On avait une super API qui était homogène. Dans le web, c'est un peu galère parce qu'on a Canvas et SVG qui ont été faits par des gens différents. Les faire opérer l'un avec l'autre, récemment, ça devient possible, mais c'est quand même compliqué. En Flash, on avait plein de classes qui nous permettaient de faire ces choses-là, mais elles étaient interopérables dès le début. On pouvait tracer l'intégralité d'un arbre d'homme, par exemple, sur une matrice ou faire ce genre de choses. Ça marchait très bien. Et on n'avait aucune bonne pratique. Il n'y avait pas des gens qui étaient là pour nous dire c'est comme ça qu'il faut faire, ou ce qui a l'air d'être une mauvaise chose écrit comme ça. Mais en fait, c'était super parce que les gens n'arrêtaient pas d'innover et de créer des nouvelles méthodes, des nouvelles pratiques. Des nouvelles pratiques. Donc, on va commencer sur comment on fait les metaballs. Pardon. Les metaballs, c'est ce que vous voyez là. Donc, par exemple, si vous voulez représenter une sorte de lava-lampe en 2D, l'idée c'est qu'on va avoir 2 disques, et quand ils sont proches, ils vont être un peu joints, de manière un peu gluante. Donc ça, c'est un truc qui est assez connu, même en UX testing, comme vous voyez là, les boutons. C'est pour redonner un côté un peu plus organique, etc. Enfin, en UX testing, pardon, en UX, il y a des boutons qui sont reliés comme ça. Il y a plusieurs façons de faire des metaballs. La première approche, là je vais faire un peu de maths, ça va être un peu chiant, tant pis. C'est la formule exacte pour faire des metaballs. Donc,
Quand on veut tracer un disque, il faut que la distance entre le point et le centre du disque soit inférieure au rayon. Ça va. Là, on met tout au carré, on passe le truc à gauche, et on obtient une formule pour que d'un côté, il y ait marqué un truc qui soit constant. Ce qui est bien avec cette formule-là, c'est que pour obtenir la formule pour plusieurs disques, si on prend le max de cette valeur-là pour chacun des disques, on sait si on doit colorier notre point ou pas. En gros, je refais, j'ai un plan, il est tout blanc, ou non, il est tout noir. On va vouloir colorier des disques en blanc. Pour chaque pixel, pour chaque disque, je regarde s'il y a une fois où le pixel il rentre dans le disque. S'il y a au moins un disque dans lequel est mon pixel, je le colorie en blanc. Pour faire les metaballs, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de prendre la valeur max de cette formule, on va prendre la somme. Ce qui fait que si un pixel est presque dans deux disques, si on colorie les disques, il n'est pas dedans, alors que si on colorie les metaballs, il va être dedans. Exemple, en appliquant exactement cette formule, voilà, là on voit les deux disques, et la même formule avec la somme au lieu du max, on obtient l'espèce de blob metaballs. C'est chiant, hein. C'est très très nul à faire, j'ai pas envie de faire ça pour chacun de mes pixels, pour chacun de mes disques. Ça coûte cher à calculer, c'est pas cool. On a quand même des optimisations, donc on peut par exemple, au lieu de faire pour chaque pixel, on fait une grille un peu plus simple, ensuite on obtient des blocs, et ensuite on va faire le contour de ma forme que j'ai trouvée sur mes blocs un peu grossiers, et on obtient un truc un peu vectoriel, mais déjà c'était chiant avant, on rajoute de l'optimisation, c'est pas cool. Mais les développeurs Flash, ils faisaient pas du calcul, ça les emmerdait, donc ils ont commencé à faire d'autres trucs. Et là, pour les metaballs, ça marche très bien, c'est ce qu'on appelle le GUI effect en UX. L'idée, c'est que si on applique un flou sur l'image avec les disques tracés et qu'ensuite on fait une détection, enfin on augmente le contraste au maximum, on obtient exactement le même effet. Le pragmatisme. C'est pas exactement la même chose, je crois, en termes de calcul, mais on obtient ce rendu-là sans se prendre la tête. Et plus précisément sur le web, on a juste à appliquer 2 lignes de CSS. C'est quand même beaucoup moins chiant que la formule d'avant. Et donc on peut obtenir ce genre de rendu tout simple. Il n'y a pas une ligne de JavaScript, alors encore moins de D3 évidemment, juste pour faire du rendu, où on va avoir des divs qui se déplacent avec des transitions CSS. Il y a le conteneur qui a 2 filtres, un filtre blur et un filtre contraste. Et on obtient ce genre de rendu. Alors c'est cool, on n'est pas encore dans la data vise, et encore moins dans les heatmaps. Donc, on va essayer d'utiliser un peu ces méthodes-là pour faire une heatmap. On trace un nuage de points, je ne rentre pas vraiment dans le détail, on a un tableau de points, un point c'est 2 valeurs, on les interpole en X et en Y, voilà, et ensuite on va appliquer les filtres. Le premier filtre c'est le blur comme on a vu, et après on ne peut pas appliquer contraste, parce que contraste on obtient 2 layers, en gros, le blanc, le noir. Là on veut plus de layers différents, on veut des niveaux de gris, et on applique ce filtre qui va être un peu le vocodeur de la couleur. C'est un filtre SVG un peu compliqué que je ne comprends pas très bien. L'effet sur GIMP et sur Photoshop s'appelle Posterize. Concrètement, je l'ai trouvé sur Internet, je l'ai copié tel quel. On voit que sur RGB, on va prendre la valeur la plus proche, entre 0, 0,25, 0,5, 0,75 et 1 pour chaque pixel. Concrètement, ça va faire pour chaque pixel, on lui met le niveau de gris le plus proche. Après, on rajoute du code. Si vous voulez voir le code, vous allez sur GitHub. C'est pas grand-chose. Et on obtient ce rendu-là, avec les filtres, sans les filtres. Et c'est bien un truc de densité, parce que autant là, j'ai pas tout fine-tuné comme il faut, c'est-à-dire qu'on a une perte d'information, il y a des endroits où c'est noir alors qu'en fait il y a des points. Et en même temps, il y a aussi des endroits où on a l'impression qu'il n'y a qu'un point, en fait après ça devient colorié, parce que c'est de la densité, c'est-à-dire que quand on a plusieurs points l'un sur l'autre, l'effet blur qu'on affiche au départ, il les prend tous en compte. Donc on obtient bien une heatmap comme ça, juste avec un filtre SVG, donc, qui est un filtre CSS en pratique, un autre filtre CSS, et voilà. Donc niveau moteur du rendu, on peut commencer par la base de la base. Déjà, on obtient des choses super juste avec CSS. Si vous voulez aller plus loin, l'endroit d'où j'ai tiré mon filtre, le type fait des choses comme ça, juste avec des filtres SVG. On va passer à un deuxième exemple, qui va être un peu la LADA de la data vise. J'ai nommé le camembert 3D. Comme vous savez, c'est ce que tout le monde veut. Ça va être super. Alors, qui dit 3D sur le web, dit WebGL. Et WebGL, c'est compliqué. Donc, ce que vous voyez là, je ne sais pas si vous pouvez bien lire, c'est un ami à moi qui a essayé d'afficher un cercle il y a 2 semaines. Je l'ai fait il y a quelques années, j'ai fait exactement le même genre de rendu. C'est très compliqué. Déjà, faire du WebGL, pour ceux qui font un peu de web, c'est compliqué parce que
Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va exécuter du code sur tous les processeurs de la carte graphique en parallèle. Et déjà, pour être capable d'interagir avec la carte graphique, il faut des structures de données bas niveau. Donc quand on est habitué au JavaScript, on fait du JavaScript depuis des années, on ne fait pas d'allocation de mémoire, ce genre de choses. Quand on a un tableau, on rajoute des trucs dynamiquement dedans, la taille elle change, ça c'est fini. Ensuite, on peut mettre que des nombres dedans, que du float, et surtout, il faut écrire du code non plus en JavaScript, mais en GLSL, qui est un langage qui va pouvoir compiler du code qui va être exécuté sur la carte graphique. Donc on l'écrit dans des chaînes de caractères dans du JavaScript, c'est pas super sympa. Ensuite, il y a des trucs qui rendent vraiment fou quand on ne connaît pas au début, c'est que ça fonctionne sur des systèmes de shaders. Par exemple, si on veut faire des vagues en 3D, on ne va pas modéliser des vagues en 3D. On va modéliser un plan, et on va appliquer une fonction directement dans des shaders écrits en GLSL, donc qui vont être exécutés dans les cartes graphiques, et qui vont, en fonction du temps, modifier la position Z. Donc, globalement, le shader il va prendre en entrée chacun des points, et il va pouvoir le modifier. C'est des petites fonctions, c'est bien, ça se parallélise sur tous les processeurs de la carte graphique, c'est pour ça que c'est si performant. Et ça déjà, ça veut dire qu'il y a des choses, quand nous on les faisait avant, moi je veux tracer un disque, je mets draw circle ou draw disque en canvas ou ce genre de choses, ou en SVG je vais créer une balise disque, plus ou moins. Là, ça devient compliqué. Il y a aussi les fragments de shaders, et les fragments de shaders c'est encore plus galère, c'est-à-dire qu'une fois que le processeur, une fois que la carte graphique elle a compris qu'il faut appuyer sur les points, il va relier les points pour faire des triangles, et les triangles, il va essayer de les colorier. Mais là, on peut faire des choses de ouf. C'est-à-dire que dans chaque pixel de la texture qui va appliquer au triangle, on peut appliquer encore une fois une fonction dynamique codée dans des chaînes de caractères dans du JavaScript. Vraiment pas sympa. Et pour information, si on veut tracer un disque en JavaScript, en WebGL, il faut tracer un triangle, et avec un fragment de shader, ne colorier que les pixels qui sont dans le cercle inscrit au triangle. Personnellement, pour tracer mon premier cercle, il m'a fallu une semaine de travail. Ça a été dur à justifier auprès de ma direction à l'époque. Bref, le WebGL n'a rien à voir avec tout ce qu'on connaît dans le web et c'est douloureux. Heureusement, il y a un type qui a codé il y a quelques années Sri.js. Sri.js, pour ceux qui font du dev web régulièrement, vous devez probablement connaître. Moi, je connaissais que de nom, j'avais déjà fait un peu de WebGL, j'avais jamais joué avec. La doc est plutôt bonne. C'est compliqué quand même de se mettre dedans parce qu'il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de classes. C'est pas très idiomatique du web tel qu'on le connaît. Quand avec D3, on utilise des fonctions, avec jQuery, on appelle des fonctions, avec Sri.js, on instancie des classes. Donc c'est vraiment plutôt, ça ressemble plus à du Java qu'à du JS, mais la doc est bonne, il y a des tonnes et des tonnes de bons exemples. Donc, je me dis, pour faire mon camembert 3D sur le web, pour une fois, je vais jouer avec Sri.js, que je ne connais pas. Comment on fait pour tester une nouvelle techno? On recherche dans Google. Étape 1, le camembert. Donc, Sri.js PyChart. J'ai plein de résultats, dont D3.js, qui est encore là, qui n'a rien à voir avec cette histoire, c'est pas grave. Je prends le premier résultat, s'affiche un très beau camembert, ok, je regarde comment on fait pour l'afficher. Ce qui se passe, c'est que pour chacune des parts de pizza, on trace une part de pizza en 2D sur un canvas, on l'extrude le long de l'axe Z, et ça crée un volume. Donc Sri.js, l'exemple est là, comme vous voyez, j'instancie plein de classes, ça marche, ok, d'accord. Après, j'ai un problème, c'est que c'est de la visualisation de données. En visualisation de données, on veut afficher des labels. Et j'aimerais bien des labels qui restent face caméra, pas des textes 3D flottants dans le web. J'ai mes propres limites. Et du coup, je cherche Sri.js Data Vis Labels. Donc encore une fois, on me propose de simplement faire du D3.js. Non, c'est toujours pas le propos. Et je tombe sur un post de blog de Bocoup. C'est une agence qui fait beaucoup de visualisation de données, qui est basée à Boston. Et ils ont repris une visualisation de New York Times avec une super courbe. Et dedans, il y a les labels et ils traitent de comment on affiche ces labels. Très bien, je prends le code, je le copie. Et ce qui se passe, c'est que on va créer un canvas, on va afficher du texte dessus. Ensuite, on passe par une série de classes de Sri.js qui vont me permettre de faire le truc. À la fin, j'obtiens ce qu'on appelle un sprite. Et le sprite, je peux le placer en 3D dans l'espace et il va toujours être face caméra. Super. Très bien. Et ensuite, parce qu'on est quand même sur la data vis pour les hipsters, je décide de chercher comment on fait des anaglyphes en 3 dimensions. Donc, pour ceux qui sont au premier rang et qui ont de la chance, les anaglyphes, c'est les petites lunettes bleues et rouges qui permettent de faire de la vraie 3D. Donc bon, je regarde comment on fait, je trouve un exemple. Alors là, vous allez vous niquer les yeux si vous le mettez maintenant, c'était juste parce que c'est le gif le plus petit que j'ai trouvé. Désolé. Le code, concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on va mettre 2 caméras, une pour chaque œil, on va les espacer plus ou moins. Et
on va appliquer à la fin un fragment shader pour merger justement les deux. Donc pour chaque pixel, j'ai une valeur RGB et A pour le pixel de gauche, enfin pour la caméra de gauche, des pixels RGBA pour la caméra de droite. Et ce qu'on va faire, c'est simplement qu'on va appliquer une formule pour merger ça. Et il y a plein de formules différentes. Celle que j'ai utilisée, on perd la couleur rouge, donc j'ai utilisé les couleurs non rouges, mais ça conserve à peu près les couleurs. Et je vous présente donc le plus beau camembert 3D du web, s'il vous plaît. C'est une recherche Google sur plein de mots, c'est tout à fait biaisé. Vous remarquerez que j'ai aussi interpolé sur la hauteur, ce qui est complètement interdit dans le métier, mais c'est pas grave. Et ça n'avait pas été si compliqué à faire, donc c'était assez chouette. Mais ça, c'était deux exemples pour illustrer ça. En vrai, il y en a plein des exemples du genre. Là, je vais passer sur quelques trucs quand même pour illustrer, encore une fois, le potentiel des outils que j'ai cités en début de présentation. Ça, c'était une expérience de Chrome. Donc l'idée, c'est qu'ils voulaient mettre en avant leur moteur de machine learning. Vous tracez une forme sur le web, et lui, il va directement trouver une photo satellite qui contient cette forme-là. Et il y a un mode où vous pouvez simplement déplacer ce point en bougeant la souris, et ça va aller chercher des images, et les afficher comme ça. C'est assez compliqué à faire, mais Pixie.js, qui est un moteur qui vient plutôt du jeu vidéo, est basé sur justement de l'affichage de sprites, et il est très performant pour ce genre de truc. Toujours avec Pixie, c'est un journal allemand qui avait fait une visualisation où on voit la course de chaque coureur du marathon de Berlin. Donc encore une fois, ça c'est affiché plein de points. En Canvas, ça doit être faisable, mais ça doit être assez chiant à faire. En SVG, j'en parle pas parce que du coup, il y a un point par coureur, ça va être assez compliqué. Et encore une fois, avec Pixie.js, ça marche bien. Ensuite, il va y avoir, par exemple, Armogram, c'était juste une visualisation de la musique faite en Paper.js, et ça, c'est des trucs qui sont très simples à développer avec ces technos-là, qui sont faites pour. Plutôt dans le monde Generative Arts, avec Processing, on peut voir ce genre de choses. Donc, encore une fois, c'est des trucs qui sont simples à coder avec ces technos-là, et ça offre un potentiel assez ouf. Et mon petit préféré, un truc qui a été codé à la main par un type, c'était une visualisation fluide, mais avec un moteur de rendu ASCII. Donc c'est simplement une grande span qui écrit un grand texte dans une fonte mono. C'est super fluide, et pourquoi pas en faire des visualisations, des trucs un peu plus originaux que ce qu'on connaît aujourd'hui. Pour conclure, D3.js et SVG, c'est des super technos, c'est chouette, et tout le monde en fait aujourd'hui dans toutes les boîtes. Il y a plein de gens qui font de la data vis, et sur le web, tout le monde va faire du D3.js. Mais en fait, on a de la chance d'avoir beaucoup plus de techno que ça, alors profitons-en. Merci beaucoup.